dans les discours enflammés du reis, hein, c'est le surnom qu'on lui a Mhm. donné, c'est-à-dire que c'est le chef, c'est le petit père des peuples de la Turquie d'une certaine façon, eh bien, il réaffirme ce qui est à l'origine euh, de la base de ce pays, c'est-à-dire à la fois la fierté d'être turc et la fierté d'être musulman. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Attias. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokartov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, spécialiste de la Turquie et en particulier de la communauté juive turque. Alors, on va essayer de commenter avec vous ces résultats. La réélection donc de Tayyip Erdogan qui reste président depuis 2014. Il est président. On pensait que cette fois-ci, eh bien peut-être que la Turquie s'acheminait vers un changement. Ce n'est pas le cas. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, au cours des dernières semaines? Parce que il y a 2 semaines, effectivement, on vous a interrogé au lendemain du premier tour, et déjà, il y avait une surprise, une atmosphère de surprise dans l'air, parce que on s'attendait à une victoire peut-être plus facile du challenger, Kılıçdaroğlu, j'espère que j'arrive à prononcer son nom précisément, mais finalement, il a déçu. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est une sorte de confirmation. Alors effectivement, les observateurs internationaux et même les observateurs en Turquie ont peut-être été un peu trop optimistes, à la mesure où ils avaient donné rapidement gagnant Kılıçdaroğlu, qu'ils considéraient pouvoir représenter une alternative pour la Turquie dans une situation de crise pérenne, avec une hyperinflation, avec une réduction considérable des libertés au cours du dernier mandat. On se souvient que ça avait commencé déjà en 2016. Hein. Il y avait eu énormément de personnes condamnées à des peines de prison pour délit d'opinion, beaucoup de personnes qui avaient choisi l'exil pour ne pas avoir à subir les foudres du régime d'Ankara. Et puis la situation plus récente en février, euh, économique, mais également structurelle avec l'événement qui s'était déroulé dans le sud anatolien, c'est-à-dire donc le tremblement de terre, qui a quand même mis sur les routes de 3,2 millions de personnes et puis qui a tué 50 000 individus. On avait taxé justement le gouvernement d'Ankara d'être responsable pour partie des mauvaises constructions. Donc, tous ces éléments avaient suggéré qu'une alternance était possible. Et en réalité, l'alternance n'a pas eu lieu. Alors, comment expliquer, parce que vu d'ici, ça semble un peu, on a du mal à comprendre, comment expliquer qu'il y ait encore une majorité de Turcs qui soutiennent justement Tayyip Erdogan après, on va dire, tous les revers qu'il a subis ces derniers mois ou ces dernières années, la crise économique, le tremblement de terre dont vous parliez à l'instant. Comment on explique cela? Alors, la Turquie est encore un pays émergent, avec une population majoritairement rurale, une population qui est éduquée d'une certaine manière, dans un cadre très traditionnel, même la jeunesse, puisque vous indiquez que Erdogan est président depuis 2014, mais n'oublions pas qu'il est au pouvoir depuis 20 ans. En réalité, il était Premier ministre Bien avant entendu. cela, et donc ça fait 2 décennies complètes qu'il tient les rênes du pouvoir. C'est-à-dire que la génération qui votent actuellement, et donc il y a une forte démographie encore, et bien ces nouvelles générations sont également éduquées de façon traditionnelle dans un islam relativement dur et avec un sentiment nationaliste particulièrement fort. Et c'est un sentiment qui est d'autant plus renforcé que l'Europe, depuis 2015, a laissé au point mort les négociations pour une intégration dans l'Union. Rappelons que depuis les années 60, la Turquie essaie de rejoindre l'Union européenne, enfin avant cela la CEE, et que chaque revers est une manière de rappeler pour le gouvernement eh bien, les bases structurelles de ce pays, c'est-à-dire la turquité, l'islam, tout ce qui est en contradiction de nos valeurs européennes. Et il joue de cela. C'est-à-dire que depuis 20 ans, dans les discours enflammés du reis, hein, c'est le surnom qu'on lui a Mhm. donné, c'est-à-dire que c'est le chef, c'est le petit père des peuples de la Turquie d'une certaine façon, eh bien, il réaffirme ce qui est à l'origine de la base de ce pays, c'est-à-dire à la fois la fierté d'être turc et la fierté d'être musulman.
Alors, la question que l'on peut se poser d'abord, premièrement, est-ce que il peut aller jusqu'au bout de son mandat au niveau de son état de santé? On a beaucoup parlé aussi ces derniers mois de son état de santé. Est-ce qu'on a des informations sur sa capacité à continuer à gérer les affaires de l'État? Alors, c'est un homme qui n'est pas très vieux, hein, il a 69 ans, Oui. face à son challenger qui en a 5 de plus, ancien challenger désormais. Mais c'est un homme qui s'est montré effectivement affaibli au cours de l'année passée. Sans doute que les meetings répétés ont dû peser sur sa santé, déjà fragile. C'est un homme qui se donne énormément en public. Lors de ses représentations, eh bien, il ne compte pas en termes d'énergie. C'est un gros travailleur, mais dont les résultats ne sont pas forcément avérés. Et on le voit avec cette économie plus que chancelante. Est-ce que tout cela aura raison de sa santé au cours des 5 années à venir? Ça, on ne peut pas y répondre pour l'instant, mais c'est sûr que ça n'est plus un homme aussi vif que dans les années 2002-2005. Alors la question que l'on se pose aussi ce matin en Israël, c'est finalement, du côté israélien, on a de bonnes raisons d'être relativement satisfait. Tout est relatif bien entendu parce que ce que l'on nous prédisait par rapport au challenger, Kilicdaroglu, c'était pas particulièrement réduisant du côté des relations avec Israël. Alors, c'est vrai que Kilicdaroglu n'est pas particulièrement sioniste, c'est un faible mot. Il y avait eu des termes assez durs, notamment pendant l'épisode du Mavi Marmara ou pendant le rapprochement en 2018 avec Israël. Mais je dirais qu'il n'y a pas de grande différence entre Erdogan et son concurrent sur la scène internationale. C'est plus du pragmatisme. D'ailleurs, Kilicdaroglu a essayé de se vendre au plus offrant au cours des 2 dernières semaines. Son discours a changé sur tellement de points qu'on aurait pu imaginer que concernant la situation internationale et les relations avec l'État hébreu, eh bien, son discours aurait pu également être plus timoré à l'avenir. Donc, difficile à dire. Alors, concernant Erdogan, le président Herzog a très rapidement réagi à son élection et il a exprimé le souhait et l'espoir que les relations entre la Turquie et Israël allaient continuer à s'approfondir. On est dans une période, on va dire, de calme relatif, d'apaisement depuis 2 ans, en particulier grâce à l'initiative du président Herzog qui a, d'une certaine manière, permis de tasser, on va dire, les tensions qui existaient entre les deux pays. Vous pensez que une fois réélu, Erdogan va poursuivre, persévérer sur cette voie du rapprochement avec Israël, ou alors maintenant qu'il n'en a pas véritablement besoin, eh bien il va à nouveau se démarquer et des États-Unis et de l'Occident et de l'État d'Israël? Alors, un certain nombre d'observateurs suggèrent effectivement qu'il puisse asiatiser sa politique, c'est-à-dire se rapprocher davantage de gouvernements autoritaires qui sont sur son continent. Donc, on pense notamment à Vladimir Poutine, donc la Russie, mais également avec Xi Jinping en Chine. Il y a des relations de plus en plus étroites. Vladimir Poutine s'est félicité de cette réélection qu'il estime logique, hein, je cite, résultat logique pour un travail dévoué. Voilà les termes du tweet posté dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la victoire d'Erdogan, qui s'est annoncé dans un concert de gratification et de félicitations, c'est-à-dire que tous les pays sont allés de leur petit mot, ce qui rappelle que Ankara agit comme une plaque tournante pour les relations internationales, mais aussi dans le contexte de la crise migratoire, notamment avec les Syriens. Donc finalement, chacun essaye de trouver ses intérêts et de ménager le candidat qui vient d'être réélu. Donc on ne peut pas savoir véritablement quelles sont les attitudes et les pensées des dirigeants. Ils font bonne figure parce que de toute manière, pour les 5 années à venir, on va dire qu'on n'a pas trop le choix. Oui, on n'a pas trop le choix. La question, une des questions que je voudrais vous poser également, c'est concernant la communauté juive, que vous connaissez bien, la communauté juive de Turquie. Alors bien entendu, il est impossible de faire des évaluations. Est-ce qu'on sait sur le principe si dans cette communauté vote plus massivement en faveur de Erdogan ou plus massivement en faveur de Kilicdaroglu? Alors, il n'y a pas de statistiques officielles, il n'y a pas de statistiques sur une base ethnique, religieuse, mais si j'en crois mon environnement proche, les amis,
notamment, qui vivent soit en France et qui ont voté par correspondance, ou des amis qui sont à Izmir et Istanbul, eh bien, j'ai une nette impression selon laquelle le vote a été majoritairement CHP, c'est-à-dire kémaliste, en faveur donc de Kılıçdaroğlu, qui se voulait un démocrate, qui souhaitait une ouverture, un rapprochement de nouveau vers les valeurs occidentales, et puis avec un amoindrissement du pilier islamique et religieux. À l'heure actuelle, rien n'empêcherait le président eh bien, de revenir vers une idée qu'il avait suggérée, à savoir d'imposer dans la Constitution le port du voile obligatoire. On en avait parlé, on avait fait marche arrière. Qu'est-ce qui désormais serait une barrière sur cette question? Il n'y a plus grand-chose qui le bloque. Il est là pour 5 ans et la Turquie est derrière lui. Donc le fait, vous êtes en train de nous dire que de facto, il ne faut pas s'attendre à une démocratisation du régime turc au cours des prochaines années, peut-être même à une forme de dictaturisation, si je peux dire comme ça, de ce régime. Ben, c'est un pays très ambigu, puisqu'ils organisent des élections qui, oui, de l'extérieur, semblent tout à fait démocratiques. La victoire n'est pas si importante que cela. On est à 52% contre 48%. Donc c'est une victoire, je dirais, à l'européenne. Mais par contre, effectivement, depuis une vingtaine d'années, il y a eu une forme d'hyper-présidentalisation du pouvoir autour de Erdogan, qui, comme je l'ai dit, maintenant est même surnommé le reis, c'est-à-dire le chef. Il est perçu comme une forme de tyran vu de l'étranger. Et il y a un risque de retrait des dernières bases démocratiques qui avaient été mises en place dans un contexte de kémalisation de l'État du sultanat. Alors, non, Mustafa Kemal, en 1923, était un garant de la démocratie telle que nous la connaissons. Mais disons qu'il y avait eu une certaine liberté, notamment pour les minorités. Et les discours récents de Erdogan sur les questions chrétiennes, sur les Syriens, parce qu'il va aussi devoir flatter une partie de l'électorat qui l'a rejoint, des ultranationalistes de Sinan Oğan, dont il a pris les voix, et aussi la question de l'islam radical. Donc il y a quelques parlementaires d'ailleurs qui ont été élus dans la dernière assemblée il y a 2 semaines, qui vont sans doute jouer pour que les affirmations deviennent des réalités concernant la question des LGBT, c'est-à-dire une réduction du poids des associations et puis une forme peut-être même de persécution à venir des personnes qui n'envisagent pas de fonder une famille comme lui-même l'indique traditionnelle et à même de démographiquement apporter quelque chose pour la Turquie, voilà, selon ces termes. Eh bien, Emmanuel Attias, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions après la réélection de Tayyip Erdogan à la présidence de la Turquie. Merci de nous avoir partagé votre expérience dans ce dossier qui est votre dossier de votre domaine de prédilection. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Emmanuel. À bientôt. Merci, très bonne journée, Daniel. Au revoir et à bientôt.